Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur cet atelier. Moi, je suis Manon Dupuis. Je suis la directrice de l'association 60 000 rebonds Grand Ouest. Association qui accompagne les chefs d'entreprise qui ont vécu une liquidation judiciaire dans leur rebond à la fois sur le chemin personnel et professionnel. Donc vous imaginez bien que la résilience, c'est un sujet que l'on connaît bien dans l'association. Mais aujourd'hui, on va parler de résilience et pas que de la résilience des entrepreneurs qui ont dû fermer leur entreprise, mais de la résilience qu'on doit tous mobiliser quand on est entrepreneur, quand on veut mener à bien ses projets, concrétiser ses idées, malgré les difficultés et les obstacles qui peuvent se présenter sur la route. Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole aux 4 intervenants de l'atelier dans un premier temps. Et puis après, on se gardera un temps d'échange pour vos commentaires et vos questions. Ça vous va ? Ingrid, c'est toi qui ouvre le bal des intervenants. Bonjour. On t'entend pas. Ouais. Bonjour, c'est bon. Ingrid Vinaud, Pépite Bretagne. C'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Voilà. Vous entendez ? Donc Ingrid Vinaud, ça marche mieux. Donc Pépite Bretagne, qui est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Voilà. Philippe Delaunay, je suis un ambassadeur de l'association 60 000 rebonds et je vais vous expliquer à travers mon témoignage personnel tout à l'heure un petit peu les clés de résilience, en tout cas que moi j'ai vécu pendant un rebond professionnel et personnel. Merci. Bonjour, Christian Jouran, je suis coach professionnel et référent coach pour l'association 60 000 rebonds. Jean-Pierre Lemonnier. Alors j'ai moi également connu les affres de la liquidation et sinon je suis responsable de l'antenne Ille-et-Vilaine de 60 000 rebonds. Donc à mon tour. Donc aujourd'hui, j'ai été invitée pour vous parler justement de la résilience. Donc la résilience, c'est quoi ? En physique des matériaux, ça concerne l'évaluation de la résistance des matériaux à des chocs élevés et leur capacité à absorber l'énergie cinétique sans se rompre. Ouais. En biologie, on parle de résilience lorsqu'on parle de la capacité d'un écosystème à se rétablir après une perturbation extérieure. On parle de tempête, c'est d'actualité, d'incendie. Mais quand on considère tout ça, une forêt qui brûle, elle n'est plus là. Elle ne peut pas redevenir la forêt initiale. Progressivement, la végétation va reprendre le dessus sur les cendres, se développer, et les essences les plus adaptées aux circonstances actuelles, c'est-à-dire à la composition du sol, au climat, va prendre le dessus et se développer et donner lieu à une nouvelle forêt, qui est une forêt équilibrée, fonctionnelle, mais qui est différente de la forêt initiale. En entrepreneuriat et en psychologie, la résilience concerne l'aptitude d'un individu à continuer à vivre d'une manière satisfaisante face à des circonstances traumatiques. Donc on parle de résistance, on parle d'absorption d'énergie, on parle de réaffectation d'énergie et on parle d'arriver à un état d'équilibre satisfaisant, fonctionnel, mais différent. Comment fonctionne la résilience ? Un individu fait face à un événement traumatique. Cet événement-là va le laisser dans un état de choc, en quelque sorte. Il ne va plus être en capacité de penser. La pensée est paralysée. C'est ce qu'on appelle une effraction psychique. Dans ces circonstances, l'individu a 2 possibilités. Soit il a suffisamment de ressources, il se bat, il est en capacité d'enclencher un processus de résilience pour recommencer à vivre, soit l'individu reste bloqué dans cette situation, dans le déni, la culpabilité, le tourment, l'isolement, et il ne pourra pas redémarrer à partir de là. Il aura besoin d'être assisté dans sa résilience, ce qui est possible. Concernant l'individu qui réussit à enclencher un processus de résilience, ça va se faire progressivement. C'est des étapes progressives et qui sont différentes d'un individu à l'autre, qui vont lui permettre de commencer une reconstruction lente. Pendant sa période de reconstruction, l'individu va subir des transformations majeures
en fait à l'intérieur profondes qui vont complètement modifier sa perception de son environnement, de lui-même, de ses rêves, de ses objectifs et ses interactions avec son environnement. Il va devenir une autre version de lui-même, mais une meilleure version de lui-même, parce qu'il sera plus en capacité d'interagir avec son environnement et avec les événements futurs. En fait, il va gagner en réactivité aux prochaines difficultés. Il va être plus en capacité de récupérer aussi. Donc, il va atteindre un nouvel état d'équilibre. Il va reprendre un développement qui est différent de son développement initial, mais qui est satisfaisant. Grâce à ça, comment ça se passe? Donc, quand on dit que l'individu redevient une meilleure version de lui-même, c'est ce qu'on appelle une croissance post-traumatique, pour l'info. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte, la résilience, à cet individu qui a dépassé ses difficultés? Grâce à cela, il va être plus en capacité de calmer la tempête intérieure quand il fera face à des bouleversements. Il va pouvoir être en capacité de trouver du soutien, de mobiliser son énergie et de la préserver pour rebondir par la suite. Grâce à cela, il va pouvoir prendre du recul, se recentrer sur lui, se recentrer sur ses valeurs. Ensuite, pouvoir activer des leviers de motivation et se réinventer, se renouveler. C'est en ça que la résilience est importante dans l'entrepreneuriat, parce qu'elle vous permet de vous réinventer et de vous développer face aux difficultés. Alors bien sûr, on n'est pas tous égaux face à la résilience, parce que d'un individu à l'autre, on n'a pas été construit de la même manière. La résilience et votre capacité à activer cette résilience, elle va être marquée par beaucoup de facteurs dont certains sont décidés dès la jeunesse, en fonction de la manière dont vous avez été stabilisé, sécurisé, dynamisé pendant l'enfance. Vous allez pouvoir développer des facteurs de protection ou au contraire des facteurs de vulnérabilité. D'accord, ça c'est dit. Mais on peut quand même faire des choses pour améliorer ses capacités de résilience. Se confronter à l'échec, par exemple, en est une. Mais sinon, on peut développer un terrain propice à justement renforcer ces facteurs de protection en établissant des réseaux, en développant du soutien, un environnement familial, amical, des associations, des mentors, des collègues autour de vous qui partagent avec vous les événements que vous traversez. Vous pouvez améliorer votre flexibilité en améliorant votre connaissance de vous. Grâce à cela, vous serez moins sensible à l'incertitude et vous aurez plus de facilité à l'accepter. Vous pouvez fixer des objectifs raisonnables au lieu de vous laisser embarquer dans le quotidien. Vous définissez vos objectifs, quand vous les atteignez, vous les fêtez. C'est vous avez réussi, ça renforce votre confiance en vous. Accepter la réalité, c'est un processus qui se déclenche. On regarde les choses différemment, on accepte ses erreurs, on se responsabilise et on apprend. On va apprendre à gérer son stress par la méditation, le sport, pour être moins fragile. On va pratiquer la gratitude et remercier pour ce que l'on obtient. Grâce à cela, on rentre quelque part déjà dans les prémices d'une résilience et on enclenche ce qu'on appelle un processus d'apprentissage continu qui va vous rendre plus fort face aux difficultés ou aux épreuves que vous allez rencontrer. Parce que la résilience, c'est quelque chose d'important pour l'être humain. Et comme le disait, la résilience, c'est cette vertu de générer des espaces de possibilités qui nous permettent d'atteindre l'excellence humaine. Merci. Merci beaucoup, Ingrid. L'idée, c'était qu'on vous donne quelques éléments de contexte sur le concept de la résilience. Et maintenant, on écoute. Je suis désolée, on va devoir se passer le micro parce qu'on en a un qui a démissionné définitivement. Donc l'idée, c'était qu'on plante le contexte et qu'on vous donne quelques éléments sur le concept de résilience et ce que ça recouvre concrètement, la résilience. Maintenant, je vous propose qu'on écoute 2 témoignages d'entrepreneurs qui ont dû forger cette capacité de résilience à travers leur parcours. Et c'est avec toi, Philippe, qu'on va commencer. Je ne vais pas te poser 2 questions, je vais tout de suite te le dire, comme ça après je te passe le micro. Donc l'idée, c'est que tu nous dises en quelques mots ton parcours et ce qui t'a amené dans ton parcours d'entrepreneur à développer toi ta résilience et un peu les quelques clés que tu en retires et que tu souhaiterais partager aux personnes qui sont là et qui sont probablement plus sur des étapes de création. Merci Manon.
Alors oui, alors effectivement, pour vous parler de résilience, on peut pas échapper à vous parler de la difficulté auquel on a été confronté. Et pour moi, donc, j'ai vécu il y a 8 ans un effondrement. Un effondrement puisque j'ai perdu mon entreprise il y a 8 ans, quasiment du jour au lendemain. J'avais une entreprise de 35 personnes et donc je l'avais développée de façon plutôt avec beaucoup de succès. Et une semaine avant de déposer le bilan, il y a 8 ans, je ne savais pas que j'allais déposer le bilan. J'avais des problématiques de gouvernance, de financement. Et donc j'ai subi un choc de dépôt de bilan sans aucune préparation, avec véritablement ce sentiment de tout perdre. Parce que je perdais ma société, je perdais mes revenus, ma femme travaillait avec moi. Donc je perdais tout, je perdais même aussi mon statut social de dirigeant d'entreprise. Et plus que ça, je perdais mon identité d'entrepreneur. Donc un véritable effondrement qui s'opère en moi il y a 8 ans. Et donc après cet événement de choc très important, d'abord je chute. Pendant 1 an, je vis un burn-out, là aussi avec tout ce qui se passe autour d'un burn-out et puis d'un dépôt de bilan. Et donc je perds mon estime de moi, je me considère humilié par la situation et par ce qui m'arrive. Je cache, je suis un peu je suis dans le déni. Et pourtant, à un moment donné, j'ai 50 ans à l'époque, et il faut bien que j'imagine ma vie d'après. Et donc je commence à me dire, je vais devoir faire autre chose. Et puis c'est à ce moment-là que je commence un petit peu à parler de ce qui m'arrive. Et j'ai des personnes dans mon entourage qui me disent, mais waouh, t'es quand même résilient. Alors, moi, je me trouve pas du tout résilient à l'époque, mais c'est quand même déjà une interrogation que j'ai. Et en fait, on dit après, donne donc les clés, pourquoi tu es résilient et pourquoi tu as développé ça. Alors, donc en préparant, j'en ai cerné 3, pour moi en tout cas, qui sont celles d'avoir une vie sociale riche. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ça ? Mon entreprise que j'avais perdue était très importante pour moi. J'y donnais vraiment beaucoup de mon temps de mon temps, voilà. Mais j'ai toujours préservé une vie à côté. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que j'avais d'autres occupations à côté, j'avais d'autres centres d'intérêt à côté. Et quand je le revois maintenant, c'est une clé qui m'a vraiment qui m'a permis de me reconstruire. Alors de façon assez concrète, puisque en fait, dirigeant d'une belle entreprise, donc moi j'avais l'impression de savoir faire que ça. Non, en fait, je savais pas faire que ça. J'ai rebondi je me suis reconstruit au départ en faisant des services à la personne, du jardinage, parce que je faisais ça, j'ai toujours fait ça. Et puis également de la cuisine. Donc j'ai rebondi dans mon premier métier de reconstruction professionnelle. C'était en fait des centres d'intérêt que j'avais en parallèle à côté de mon entreprise. Et donc je pense que ça c'est une des clés aussi. C'est vraiment une clé d'avoir une vie à côté de son entreprise et de son projet. Parce que le jour où en fait ça s'effondre et ça s'écroule, ça permet de nous tirer parce qu'on a ces opportunités-là qu'on a pu générer et que je continue de générer. Je suis redevenu entrepreneur, j'ai d'autres responsabilités, mais je fais toujours quelque chose à part pour justement se privilégier la rencontre de l'autre avec autrui ou d'être dans d'autres univers qui ne correspondent pas à mon métier d'aujourd'hui. La profonde estime de soi, c'est super important. Je prends toujours l'image, moi, j'ai eu l'impression d'être décapité quand j'ai perdu mon entreprise, mais j'avais ce sentiment profond d'avoir toujours mes racines qui étaient toujours intactes. Alors, quand je faisais du sport et que j'ai commencé à faire du tennis, on dit souvent, voilà, il faut cultiver tes points forts et améliorer tes points faibles.
Alors là, c'est surtout dans le cultiver ses points forts, d'avoir même quand on a l'impression d'être plus rien, d'avoir cette profonde respect de soi en fait, sans tomber dans l'ego et dans la prétention. On sait tous qu'on a des atouts les uns les autres que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est véritablement faut les préserver et c'est véritablement se le garder pour soi, parce que le jour où ça va moins bien, on sait qu'on a des choses sur lesquelles on peut s'ancrer pour développer ses atouts et se reconstruire, rebondir. Et puis le troisième point, c'était par rapport à son énergie. On a tous des hauts et des bas, je pense, dans la vie. Il y a des moments où quand même on est moins bien. Quand on a un choc très très important, on a son énergie qui est un peu qui est érodée ou alors qui n'existe plus du tout. Moi, pour ce qui me concerne, après donc mon burn-out, je ne pouvais pas plus me concentrer plus de 2 heures par jour. Et encore, c'était bien quand je pouvais véritablement me concentrer sur ce que je pouvais imaginer faire demain. Voilà, donc j'ai eu une totale perte d'énergie et je dis souvent, je me suis remis en mode Apollo 13, retour sur Terre. Vous savez, quand vous êtes là-haut et puis, enfin moi c'était un beau parallèle, j'avais l'impression de retourner sur Terre avec seulement 2 ampères. Dans mes batteries, j'avais plus que 2 ampères. Et donc je mesurais tout le temps l'énergie que je pouvais avoir pour me dire, ok, là je peux y aller. Et quand je voyais que ça ne pouvait plus, je faisais autre chose. J'allais dormir, j'allais aux champignons, j'allais faire du sport. Le sport m'a beaucoup aidé, ça tu l'as pris comme exemple. Moi, quand j'ai déposé le bilan, j'ai fait 2 marathons dans l'année qui a suivi, justement pour reconstruire mon énergie. Donc pour moi en tout cas, ce qui m'a permis de devenir encore plus résilient maintenant, et puis j'en suis très heureux, c'est ces quelques clés-là, en tout cas moi, qui m'ont aidé pour devenir plus fort. Et tu as l'impression aujourd'hui que ça te sert dans ta nouvelle entreprise ? Oui. Alors effectivement, ça me sert beaucoup dans mes nouvelles entreprises, effectivement, parce que je pense que en fait, je dégage un peu je suis animé par ces atouts-là, et on peut y mettre en complément. Moi, quand on a pu se forger ces éléments de résilience, il y a des éléments en plus qui sont très forts, qui apparaissent, comme l'agilité même intellectuelle, pour permettre quand on est face à des situations, d'avoir cette compréhension que je n'aurais jamais eu si j'étais passé. Alors j'en parle bien aujourd'hui, mais je peux vous dire que j'ai dégusté sérieux quand même à certains moments. Mais l'agilité intellectuelle que j'ai maintenant, et il y a aussi ce côté de discernement. Et Jean-Pierre le dira aussi. Moi personnellement, des fois, je vois des trucs et je me dis ok, d'accord, il faut que tu fasses ça, il faut que tu prennes ça, les choses comme ça. Si je n'avais pas eu donc ce choc, cet effondrement et d'avoir cultivé cette résilience par la suite, je pense que je ne ferais pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe pour ton partage. Et comme il y a autant de résilience qu'il y a d'entrepreneurs, effectivement, on va donner la parole à un deuxième entrepreneur. Jean-Pierre, toi tu es aussi membre de l'association 60 000 rebonds au titre de responsable bénévole de 60 000 rebonds en Ille-et-Vilaine, et tu as aussi vécu à ta façon un épisode de ta vie entrepreneuriale qui t'a amené à forger ta résilience. Oui, tout à fait. Merci Manon. Alors effectivement, moi c'était il y a quelques années déjà, c'était en 2016. J'ai pas réussi à boucler une levée de fonds, donc un effet ciseau qui s'est présenté à moi, et tout cela m'a conduit à perdre mon entreprise. Elle a été reprise à la barre, mais moi j'ai effectivement tout perdu. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, mais singulièrement, et malgré tout ce qu'on a pu vouloir, je dirais, anticiper, prévenir, il y a des choses qui s'imposent à nous. Et en pareille circonstance, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il va falloir à la limite donner le meilleur, donner ce que l'on sait faire, ce que l'on savait faire, mais le redécouvrir à nouveau. C'est pour ça que je commencerai d'ailleurs mon intervention peut-être en vous félicitant, et en vous félicitant d'être venu là et d'être devant nous aujourd'hui, parce que essayez de faire une photo de votre disposition d'esprit.
Votre disposition d'esprit aujourd'hui devant nous, à nous écouter, eh ben, c'est quelque chose que vous avez aujourd'hui et que vous aurez demain et dont il est bon de se souvenir. C'est le fait qu'on peut, et nous, ça nous a demandé un travail, revenir un jour devant des gens avec cette disposition d'esprit, d'avoir envie d'en savoir plus, d'avoir envie d'en apprendre, d'avoir envie d'avancer. Et ça a l'air de rien. Quand on est comme vous aujourd'hui, ça peut sembler simple. Pour nous, ça a été un travail. Il a fallu entreprendre un travail pour cela. Alors, donc mon propos néanmoins, c'est je me suis appuyé, moi, sur 3 piliers. Le faire, le partager et être. Le faire, ça commence tout simplement quand on est d'ailleurs enfant. On rêve de faire comme nos parents. On rêve de travailler. Et il est vrai qu'on nous en prive, on nous demande d'attendre et ça ne viendra que plus tard. Et un jour, on est en responsabilité, on est chef d'entreprise et là, possiblement, on peut être confronté à la difficulté. On se rend compte que, sans nécessairement d'ailleurs connaître le dépôt de bilan et la liquidation de son entreprise, on va peut-être à un moment donné, dans son activité, envisager de faire différemment. Parce que l'entreprise, là, est soumise à la nécessité de faire un pivot. Et c'est vrai que ce n'est jamais si simple que cela à faire et pourtant, des fois, ça s'impose à nous. Et c'est là où il est intéressant d'aller revisiter les autres, si je puis dire, piliers, notamment le partager. Comment mieux, si je puis dire, d'ailleurs, prendre de la distance, éventuellement défusionner avec son projet, défusionner avec ce qui anime et qui prend notre énergie depuis quelques années, si ce n'est des fois en faisant un pas de côté. Et autour de nous, il y a possiblement des personnes qui pourraient vous y aider. Essayez toujours de garder un contact avec ces personnes ressources, ces personnes qui, vous le savez, sont capables le jour venu de vous écouter. Et peut-être d'ailleurs que vous aurez déjà pensé à elles un jour en disant « si j'ai un problème un jour, j'entreprendrai d'aller vers elle pour lui demander le cas échéant de m'aider ». Parce que la solution, elle n'est pas dans notre tête, elle est souvent dehors et elle est très souvent dans la tête de quelqu'un qui est autour de nous. C'est là où le partage de la vision, le partage de la difficulté, en définitive, c'est même un cadeau qu'on peut faire à quelqu'un en disant « tiens, je te fais part de mes difficultés » et la personne en sera honorée. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes autour de vous. Et puis enfin, le être. Il faut bien reconnaître que quand on est privé de son entreprise, comme on peut être privé d'un être cher, ça nous arrive dans la vie. Quand on peut, pour quelque raison que ce soit, ne plus être en capacité de partager avec les autres, à un moment donné, il est bon et il est vraiment très utile de travailler sur soi. Et pour cela, on peut, il est vrai, solliciter l'accompagnement de professionnels, se rapprocher d'associations. Il y a, vous le savez, des associations qui sont là pour vous apporter un soutien. Mais c'est vrai que le temps que vous consacrerez à travailler sur la difficulté, voire même l'échec, je peux vous l'assurer, vous réserver de très bonnes surprises. Je dirais faire apparaître des perspectives heureuses, voire des cadeaux cachés. Les cadeaux cachés, ça peut être tout simplement de redécouvrir sa famille. Et même donner l'opportunité à nos enfants de nous redécouvrir. Parce qu'en définitive, l'expérience, moi, et comme à beaucoup d'autres chefs d'entreprise, nous a permis d'avoir une relation nouvelle avec nos enfants et bien évidemment avec notre entourage. Donc il y a à travailler sur soi, à partager. Il y a vraiment des perspectives heureuses et c'est là où c'est intéressant de se le dire aujourd'hui parce que demain, vous aurez peut-être besoin d'actionner cela. Voilà. En tout cas, il ne faut pas renier ces expériences difficiles, que ce soit de la difficulté ou de l'échec entrepreneurial, parce que c'est ce qui nous construit. Et je dirais, le plus tôt on va, si on le fait avec d'autres, on ira même plus loin, le plus fort on est demain. Voilà, et une dernière chose, moi, une phrase qui a été prononcée ici même, l'année dernière, par Philippe Croison, qui intervenait le soir de la première journée du salon EDO. Vous connaissez Philippe Croison, il a eu un très grave accident d'électrocution qui a fait qu'il a perdu ses 2 avant-bras et ses pieds. Et il a rebondi, ça lui a mis du temps, mais aujourd'hui, c'est une personne qui est autrement capable. Il avait cette phrase que je trouve extrêmement forte par rapport au doute et à la peur que l'on peut forcément rencontrer quand on est chef d'entreprise. Le doute et la peur sont le frère et la sœur qui nous accompagnent pendant toute notre vie. Et lui, comme il le dit, moi, Philippe Croison, pour les tenir à bonne place et faire en sorte qu'ils ne m'empêchent pas à la fois d'avancer et le cas échéant même de faire un virage à gauche ou à droite, en tout cas d'être agile et de trouver des solutions, eh bien tous les jours, je vais à la recherche de l'information. Comme vous l'avez fait aujourd'hui, n'hésitez pas à recommencer et à garder cette capacité à, même quand c'est difficile, même quand on s'interroge, à aller chercher l'information. Merci. Merci Jean-Pierre. Attends, t'en vas pas tout de suite. J'ai une dernière question. Tu as mentionné dans ton intervention le fait d'oser partager ses difficultés et sa vision. Tu as mentionné des structures qui peuvent intervenir à ce moment-là. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes pour les entrepreneurs en difficulté ? Je dirais que
avant d'être confronté au dépôt de bilan, à la liquidation, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et parmi ces structures associatives, notamment si vous êtes confronté à une problématique psychologique, c'est-à-dire la difficulté à trouver de l'oxygène, à prendre de la distance. Il y a notamment Rebond 35 en Ille-et-Vilaine ou l'APESA, partout ailleurs en France, Rebond 35. Il y a une autre association qui est présente également sur le salon qui s'appelle EG, où là vous pourrez toujours gratuitement obtenir, je dirais, des contributions d'accompagnement expertes, vraiment des gens qui connaissent les difficultés, qui savent les analyser, les recevoir. Donc EG et Rebond 35 en particulier peuvent vous être d'un grand secours. Après, en amont de cela, si vous êtes effectivement au contact de la CCI et plus proche de la création, vous savez qu'il y a beaucoup de structures associatives. C'est pour ça que le salon est l'opportunité d'aller au contact de ces structures et de faire en sorte que vous soyez toujours au contact de l'une d'entre elles en définitive. Et moi, je rajouterais également parmi les structures qui peuvent intervenir auprès des entrepreneurs en difficulté, le CIP, Centre d'information et de prévention pour les entreprises en difficulté, qui dispose d'antennes un petit peu partout en France. Et le GPA, Groupement de prévention agréé, qui peut également intervenir pour vous écouter si vous traversez des difficultés. Voilà, donc vous avez tout un tas d'interlocuteurs auprès de qui partager au moment où vous rencontrez des difficultés. Christian, c'est avec toi qu'on termine ces interventions. Toi, tu es coach professionnel et tu interviens parmi tes multiples casquettes en tant que coach bénévole chez 60 000 rebonds, donc dans le parcours de reconstruction des entrepreneurs qui ont vécu une liquidation. Par rapport à ce que tu as déjà entendu, quel éclairage tu aimerais apporter en plus? Qu'est-ce que toi, tu aimerais raconter sur cette résilience et qui pourrait être utile à nos participants aujourd'hui? Merci Manon. Effectivement, vous êtes ici tous des porteurs de projets, vous êtes en recherche d'informations, notamment sur la résilience. Et quand on démarre une activité, vous savez qu'il est important d'investir du temps et de l'énergie. Pour autant, il est aussi important de s'écouter, de savoir écouter ses besoins, de faire attention à son mindset, de façon à avoir une santé mentale, si je puis dire. Pour ça, ça vous permet aussi de bâtir un business qui soit plutôt au service de votre vie plutôt que votre vie au service de votre business. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de rencontrer des défis, des challenges qui vont vous faire douter. Et c'est là qu'il est essentiel d'être à votre écoute, de vous écouter, de pouvoir vous autogérer de façon à pouvoir faire face aux nombreux défis qui peuvent vous arriver. Et pour illustrer mon propos, je vous propose de découvrir la courbe de transition de Cameron Herold, qui explique que dans tout projet commence par une première étape, qui est l'optimisme non informé. Dans cette étape, on pense pouvoir soulever des montagnes, on imagine que tout est possible, on est dans un état euphorique, capable de grandes réalisations, mais également on fait des grandes erreurs. C'est le démarrage, c'est la lune de miel, qu'importe les résultats, c'est pas grave, on est optimiste, et puis on arrive à faire quand même de bonnes choses, mais cependant, on est non informé. Effectivement, on ne peut pas savoir ce qu'on ne peut pas avoir comme information. On ne peut pas avoir autant d'informations que quelqu'un qui a 20 ou 30 ans d'expérience. Ce qui fait que ça nous amène à une autre étape, qui est le pessimisme informé. Et dans cette étape, eh bien, on va avoir la réalité qui va nous rattraper. La vie va nous envoyer des messages, va nous expliquer qu'effectivement, ce n'est pas aussi simple qu'on se croyait. Et là, on va devoir faire face à des résistances, à des rejets, à des échecs, à des refus, à des retards dans vos projets. Et là, malheureusement, on va être conduit, comme on a pu le voir dans les témoignages, vers du doute, vers des peurs, vers des croyances limitantes. Donc, là, ce qui est important, c'est qu'on arrive malheureusement dans une autre étape qui est la crise de sens. Et c'est essentiel d'en avoir conscience. Dans cette crise-là, on est à se poser 1001 questions. On rentre en introspection personnelle et professionnelle. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai pris la bonne direction? Énormément de questions. Mais pour autant, c'est là qu'il est important d'avoir un mindset fort, pour être vigilant et être armé, parce qu'on peut basculer dans une autre étape. Si on n'y prête pas attention, on peut descendre
plutôt que d'aller chercher de l'aide, plutôt que d'aller chercher de l'information, plutôt que de travailler son mindset ou d'aller chercher des outils, on peut s'isoler, on peut s'enfoncer dans une autre étape qui a été évoquée, qui est l'effondrement, le burn-out, voire pire, la dépression. Là, dans cette situation, on manque d'énergie, on est incapable de faire face à l'adversité. On est obligé de se retirer du jeu pour se ressourcer. Et donc, on se retire du jeu, et puis il est essentiel de pouvoir en avoir conscience. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on va se dire finalement, non, je prends une autre direction, j'ai le libre arbitre, la sagesse de pouvoir m'orienter vers de l'optimisme, cette fois-ci informé. Et l'optimisme informé, c'est de voyager avec un mindset d'entrepreneur, c'est d'avoir conscience de ses progrès, mais aussi de ses améliorations, d'être lucide sur ses capacités, sur son projet, sur ses compétences, c'est de pouvoir agir de manière différente, de manière plus structurée, et donc de pouvoir se rendre compte qu'il y a cette courbe d'existence, enfin cette courbe de croissance, et de pouvoir se positionner dessus. Par contre, il se peut qu'on peut retourner dans un nouveau plateau, un pessimisme informé. Et dans cette situation, on va encore rencontrer peut-être de nouvelles vagues de défis, ce qui va faire qu'on va revenir à une crise de sens. Et cette crise de sens, eh bien, comme on a connaissance maintenant de cette courbe de transition, il est essentiel de pouvoir s'y positionner, parce que personne n'est immunisé, en se posant une simple question. Qu'est-ce que cette situation difficile me permet d'apprendre? Et pour le coup, on peut se repositionner sur cet optimisme informé. Alors par rapport à ça, il y a la prochaine étape après. Par rapport à ça, effectivement, on peut aussi soit s'en sortir tout seul, soit avoir besoin de faire appel à de la résilience assistée. Et qu'est-ce que la résilience assistée? C'est un processus d'accompagnement personnalisé qui vous permet de faire face à vos défis, à l'adversité, pour rebondir. À l'issue de ce type d'accompagnement, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Grâce notamment à l'accompagnement, un coach il va vous apporter son écoute, son regard bienveillant. Il va vous permettre d'avoir, grâce à sa présence, des encouragements, du soutien, pour effectivement vraiment pour briser la solitude de l'entrepreneur. Il va aussi, à travers son feedback positif et motivant, bienveillant, vous permettre de chasser vos peurs et vos croyances. Il va vous permettre aussi un éclairage sur vos zones aveugles, sur vos zones inconscientes, de façon à ce que vous puissiez prendre du recul, que vous puissiez avoir des prises de conscience, avoir une meilleure ouverture d'esprit, de façon à ce que vous puissiez avoir un meilleur mindset. Et grâce à ce mindset, vous allez gagner en intelligence adaptative, vous allez gagner en développement de votre potentiel, ce qui fait que vous serez mieux armé, vous aurez un bien-être général pour faire face à vos défis. Ça vous permettra aussi d'avoir un meilleur équilibre de vie personnelle et professionnelle. Le coach va aussi vous aider à mieux vous connaître, à connaître vos forces, vos qualités. Il va vous aider à transformer vos ressources dont on n'a pas toujours conscience en résultats. Ce qui fait qu'il vous aidera aussi à savoir ce qui est important pour vous pour développer votre résilience. Et par conséquent, vous aurez plus confiance en vous, vous aurez plus une meilleure estime de soi et vous serez plus affirmé. De ce fait, vous serez beaucoup plus serein, vous saurez mieux gérer votre gestion du stress, mieux gérer vos émotions. Il vous apprendra aussi à rationaliser vos pensées, à pouvoir prendre des décisions éclairées. Et il vous aidera aussi à avoir de la clarté dans vos objectifs, dans vos stratégies et dans vos plans d'action. Et bien d'autres choses ici que je ne vais pas encore développer naturellement. Mais par rapport à la courbe de transition que je vous ai montrée,
quand vous allez faire face à une nouvelle crise de sens, eh bien, je vous propose soit vous allez pouvoir vous en sortir tout seul avec un mindset bien armé, comme on a pu le voir, en réfléchissant à cette courbe de transition et les étapes où vous vous trouvez, ou soit vous allez peut-être avoir besoin de cette assistance, de cette résilience assistée. Et pour cela, je vous propose 3 questions. Est-ce que j'ai besoin des compétences spécifiques à développer ? Suis-je prêt à investir du temps et de ressources dans ma croissance personnelle et professionnelle ? Est-ce que je suis ouvert au feedback, à la rétroaction et à la remise en question ? Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis écoutez, plein de bonne résilience pour réussir dans votre projet. Et puis je te laisse la parole pour d'autres questions peut-être. Merci Christian et merci à tous les 4 en fait pour vos interventions. On peut les applaudir. J'espère que parmi ces différentes interventions, vous avez pu retenir 1, 2 ou 3 notions qui vous accompagneront au cours des étapes en fait, de vie de votre projet, parce que des difficultés ou des échecs, on en rencontre tous, et que ce soit dans un parcours entrepreneurial ou dans la vie de manière générale. Donc il nous reste un petit peu de temps pour échanger. Si vous avez des questions ou des remarques, des commentaires, des partages d'expériences sur le sujet de la résilience ou des choses que vous aimeriez savoir et des questions que vous aimeriez poser auprès de l'un des intervenants, c'est le moment. Donc n'hésitez pas. Bonjour, merci pour tous vos partages, c'était très inspirant. Est-ce que parmi ceux qui ont connu des faillites, vous n'avez pas eu la volonté de reconstruire la même entreprise sous un format un peu différent, ou enfin relancer en fait ce qui était déjà vivant ? Alors, en définitive, même si ça ne paraît pas évident, vous avez acquis un savoir-faire qui est gigantesque. Sauf qu'à l'instant même, vous vous refusez peut-être peut-être que quelqu'un devra vous le dire. Et l'expérience montre, et ça s'est présenté dans mon cas, que déjà à 3 reprises, depuis que j'ai quitté mes fonctions, on m'a demandé d'accompagner la même aventure pour le compte d'autres clients. Mais stricto sensu à 100%. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez bien nous accompagner pour écrire à 100% la même histoire, mais avec les technologies d'aujourd'hui ? Tout simplement parce que l'expérience qu'on a acquise, les problèmes d'ailleurs auxquels on fera face d'une manière certaine, parce qu'en fait la vraie vie c'est ça, c'est que les problèmes ils sont à peu près certains. Et quel que soit l'établissement qui va affronter un même marché, il fera la connaissance des mêmes problèmes. Donc oui, cette expérience qui est acquise est d'une grande valeur. En ce qui me concerne, je n'ai pas relancé l'aventure, je dirais. Je suis maintenant consultant et c'est vrai que cette expérience, je la valorise d'une manière tout à fait remarquable. J'en suis moi-même vraiment impressionné. Alors moi, j'ai failli reprendre le même type d'activité et reprendre une entreprise qui faisait qui était très très complémentaire de ce que je faisais avant. Ça s'est pas fait parce que c'était une reprise d'entreprise et j'ai pas été l'heureux élu, mais c'était vraiment un cheveu. Après, ce que j'ai fait par la suite, c'est devenir moi aussi consultant, mais très très proche des dirigeants d'entreprise. Et j'ai vécu et j'ai amené, entre guillemets, par procuration, cette capacité à diriger avec d'autres et à sortir des dirigeants d'entreprise vraiment de l'ornière dans lesquels ils pouvaient être affrontés. Ouais. Donc ça dépend un petit peu. Et dans l'association, on a des gens qui rebondissent et qui recréent une entreprise exactement dans la même activité. D'autres qui changent du tout au tout. Bon, il n'y a pas de vérité. Je pense que ce qui est important, en fait, c'est la reconstruction de la personne. Si elle veut retourner dans la même activité parce qu'elle considère qu'elle a l'expérience et puis qu'elle a fait, entre guillemets, son constat des erreurs qu'elle a pu faire dans son expérience d'avant, ça le fait, entre guillemets. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent donner plus de sens ou un autre sens à leur aventure professionnelle et qui vont aller ailleurs. Donc il n'y a pas de vérité. Je peux répondre également, puisque je n'ai pas précisé, mais je suis également un ancien chef d'entreprise. J'avais 130 salariés. Et effectivement, ce qui a été évoqué tout à l'heure,
quand on perd son entreprise, c'est une partie de soi, de son identité qu'on perd. Et on rentre forcément dans une vallée d'émotions. On a parlé tout à l'heure de crise de sens, on a parlé tout à l'heure d'effondrement et de burn-out. Eh bien, c'est ce que j'ai vécu aussi. Tu as parlé d'humilité, d'être humilié. On a un sentiment d'honte. Et c'est vrai qu'on manque complètement de lucidité et de recul par rapport à la situation. Et c'est ça qui fait que ça nous invite à cette crise de sens. Et comme on se pose des questions existentielles, soit effectivement on a un métier qui nous portait et qui nous permet de pouvoir se repositionner dessus, soit effectivement on se rend compte que finalement le métier qu'on a fait n'était peut-être pas celui qui nous convenait le mieux. C'était mon cas. Moi j'étais dans l'immobilier, j'avais une trentaine d'agences et puis j'ai eu la crise 2008 qui m'a chahuté. J'ai dû effectivement revendre à la barre ma société en 2012. En parallèle, j'avais créé une start-up. Cette start-up, je n'ai pas pu lever les fonds malgré les effets au ciseau que tu évoquais tout à l'heure. Et en définitive, comme je suis retrouvé sur le carreau, sans revenu, puisque vous savez, on n'a pas de chômage, eh bien, je me suis posé ces questions et je me dis, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux faire? Et je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'était d'aider autrui et des personnes comme moi qui étaient dans l'entrepreneuriat et qui avaient subi ce genre de difficultés. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire du coaching. J'ai été formé il y a plus de 10 ans et c'est comme ça que je peux accompagner soit des managers ou des porteurs de projets ou soit des entrepreneurs. Moi, je remarque quand même que les 3 personnes qui viennent de témoigner ici sont passées côté accompagnement, coaching ou conseil. Du coup, la question, ça va être plutôt pour vous, monsieur, pour avoir essayé de refaire la même entreprise. C'est plutôt quel est le regard des banques par rapport à l'échec d'une première entreprise? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, les banques sont très au fait de ce qui se passe quand on liquide et qu'on arrête une société. D'abord, on est nous-mêmes, effectivement, on s'est planté nous-mêmes, mais en général, c'est les banques qui sont les premiers créanciers du plantage. Donc, ils perdent énormément d'argent sur les dépôts de bilan. Et donc, les banques savent aujourd'hui, elles ont intégré de façon très précise le fait qu'une entreprise, ça se crée, ça peut mourir, et qu'à l'intérieur de ces entreprises qui s'arrêtent, vous avez des nouveaux créateurs d'entreprises. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur le stand de BPI, puisque nous on intervient ici de l'association sur la recréation, parce qu'on a un peu moins d'un entrepreneur sur 2 qui recrée. Et les banques sont de plus en plus ouvertes à accueillir des porteurs de projets qui recréent leur entreprise. Alors il ne faut pas se leurrer, moi je l'ai fait, on est un peu quand même scanné, hein. On est analysé d'une façon très différente qu'un porteur du projet. En fait, on vient vérifier si vous avez appris de vos erreurs, comme disait tout à l'heure Jean-Pierre. Mais allez-y, parce que les banques, même BPI, sont de plus en plus très ouverts pour les porteurs de projets qui ont arrêté. En fait, rater, c'est pas être un raté, hein. Ça, les banquiers le savent. Rater, ce n'est pas être un raté. Et donc, allez-y, parce qu'il y a vraiment des portes qui s'ouvrent de plus en plus, particulièrement parce que les banques et d'autres organismes financiers, il y a aussi des fonds d'investissement comme Brest Rebond, qui recherchent des gens qui ont pu subir des difficultés extrêmes, voire des dépôts de bilan, parce qu'ils savent que ces personnes-là, si elles ont bien appris de leurs erreurs, ont justement développé des qualités de résilience, d'agilité intellectuelle, et qui sont très importantes pour l'avenir. Surtout qu'on est quand même dans un environnement qui est de plus en plus chahuté. Juste pour préciser, effectivement, c'est que lorsqu'on a déjà traversé des grandes difficultés et qu'on s'est relevé, on est plus en capacité de gérer l'incertitude, de s'adapter, de se renouveler, d'être plus créatif face à l'adversité. Donc ça fait des chefs d'entreprise qui sont particulièrement recherchés. Alors, vous avez tous entendu parler de Bill Jobs, de Walt Disney. C'est des gens, quand vous écoutez les témoignages, même des politiques comme Churchill, allez regarder ce qu'ils ont dit. Vous verrez qu'en fait, ils affirment qu'ils ont énormément appris de leur échec très important.
On a le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Oui, bonjour. On a ici une assistance de beaucoup de gens qui veulent probablement entreprendre. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour éviter l'écueil de l'identification trop forte du dirigeant à son entreprise? Autrement dit, c'est l'entreprise qui dépose le bilan et c'est pas le dirigeant. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas trop fusionner. Il faut s'exercer à prendre de la distance par rapport à son entreprise, défusionner. Et je pense que cet exercice, c'est un exercice qu'on doit pratiquer d'une manière assez régulière et pourquoi pas de temps en temps sous l'angle de la dérision. Et le fait d'en parler avec quelqu'un, ça peut aider à porter un regard, non pas le sien, mais partager le regard de l'autre et pourquoi pas le sien en définitive, par rapport à cette entreprise dans laquelle on met trop d'énergie, peut-être une pensée un peu trop unique, alors que vous le savez, on est sans arrêt obligé de s'adapter. Donc c'est essayer de défusionner et je pense qu'avec votre entourage, il y a forcément autour de vous des gens qui peuvent vous aider à garder cette distance, pourquoi pas sur le ton de l'ironie de temps en temps. Moi, je vais complémenter en disant qu'une entreprise, ça ne nous appartient pas. C'est une personne morale qui est bien à côté de nous. Alors évidemment, c'est nous qui en tant que dirigeants, entrepreneurs, qui la créons, qui la développons. Mais il faut très vite se rendre compte que c'est une personne morale à côté de nous, qui a sa propre identité. Et donc moi, quand j'avais créé, j'étais tout seul avec une assistante. J'ai mis 5 ans à mesurer le fait que quand on téléphonait, on ne demandait plus Philippe Delaunay, mais on demandait la société. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut se détacher le plus vite possible de sa société pour éviter les problématiques de fusion. Oui, et puis pour ajouter, effectivement, cette identification à l'entreprise, ça dépend aussi de l'estime de soi qu'on a à ce moment-là. Puisque quand on vit l'échec, c'est la façon dont on le vit peut être une vraie blessure. Et la blessure de l'estime de soi, c'est la honte. Et quand on peut, à travers le regard des autres, vivre une certaine honte, ça peut nous enfoncer. Et c'est là aussi où il faut pouvoir être bien entouré, on l'a évoqué tout à l'heure, de son soutien familial, amical ou de professionnel. Juste aussi, on voit que les plus jeunes générations s'intéressent davantage justement à des structures coopératives d'entreprise. Il y a les coopératives, il y a les SIC, etc. Vous pouvez vous renseigner. Mais c'est aussi des structures qui assurent plus de sécurité pour les gens qui ont peur justement d'avoir un jour à affronter ces grandes difficultés. Et il y a maintenant quelques entreprises qui commencent par un statut associatif, coopératif avant d'évoluer. Et ça peut être une voie, une solution, en tout cas envisagée, quand on appréhende d'aller directement vers une société qu'on porte. Voilà. Merci beaucoup. Aussi bien Pépite Bretagne que 60 000 rebonds, on est présent pendant les 2 jours sur le stand partagé Région Bretagne et BPI France. Donc n'hésitez pas à passer si vous avez encore des questions, on est là. Merci.